Bonjour! Alors, bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque. En ce vendredi matin chaud, comme d'habitude, on est comme vraiment dans une espèce d'envolée, un marathon de journées chaudes. Alors, on se lance ça comme d'habitude dans un pré-boulot. Je vais essayer de voir avec vous comme ce qui s'annonce pour la semaine prochaine. Là, je pense que, la semaine prochaine, cette semaine, livresque, je pense que là, il n'y aura pas trop de doutes parce que je suis sur la fin du fameux défi littéraire dont je vous parle depuis 3 vlogs. Donc, le défi littéraire réservé à ceux qui soutiennent sur Patreon, Alex Bouquet dans Prada. C'était les lectures olympiques, puis c'est vraiment un super défi. Et il me reste, je suis vraiment contente, mais il me reste 4 livres à lire pour le compléter, ce qui voudrait dire que, c'est-à-dire le compléter, on peut le compléter de différentes façons, mais moi j'avais été audacieuse, puis j'avais mis un livre par catégorie, donc 16 livres à lire en 4 semaines. Puis jusqu'à maintenant, il m'en reste 4 et ce sont ceux qui me restent à lire. Donc je ne sais pas si je vais arriver à focusser. Et puis, comme vous le voyez, il y a 2 romans graphiques et un roman d'enquête jeunesse et le fameux Titou Lecoq que je veux vraiment lire. La seule chose, c'est que là, je vais vraiment être dans une absence de lecture audio. Puis c'est juste que j'ai encore des déplacements à faire cette semaine. Donc, le Titou Lecoq, j'aimerais beaucoup le lire en papier parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Mais je veux dire, dans un souffle. Ça a l'air quand même assez épais, mais c'est super aéré, les éditions Iconoclaste. Je vais juste voir. On n'a pas de numéro de page. Mais bon, enfin, c'est quand même une bonne bricasse. Mais à l'intérieur, c'est comme ça. Donc, super aéré, là, vraiment agréable à lire. Puis dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais lire tout de suite la 4e de couverture parce que c'est sûr que je vais les lire ceux-là. Donc, je vais commencer par Titou Lecoq. Alors, c'est parti. Chloé Berthoul habite la ville moyenne de Gabarny avec son compagnon, sa belle-fille et son fils. Seule petite folie dans son quotidien, le lundi, elle se défoule au BMA, le club des belles-mères anonymes. La lassitude la guette entre 2 crises d'angoisse sur le réchauffement climatique. Comment reprendre sa vie en main quand le seul espace de liberté est de changer de fournisseur d'électricité? Soudain, tout bascule, avec la révélation d'un secret de famille. Chloé va devoir jongler entre un trésor perdu, des masculinistes hargneux, un plan pour la fin du monde, une grand-mère machiavélique et un lave-vaisselle qui ne se vide pas toute seule. Une époque en or est l'histoire d'une famille ordinaire tout à fait géniale. Un roman qui déborde de vie, d'adrénaline et de panier de linge sale. Avouez quand même, ça donne envie. Alors, ça va sans doute être ma prochaine lecture. Je ne sais pas ce que je vais faire, puis si je vais lire d'autres trucs en audio entrecoupés, mais pour le moment, ça va être le plan pour cette semaine. Donc, ce sera un début de vlog super bref. Habituellement, je m'étends. Mais comme là, dans le fond, de toute façon, le plan est déjà arrêté, j'ai pas besoin de vous en parler plus. Alors, sans plus tarder, allez, on se lance ça! Hey, bonjour! Alors, je vous prends. C'est la première fois depuis l'ouverture du vlog. C'est comme un peu devenu une habitude, je pense. Je fais l'ouverture le vendredi, puis après ça, je profite de la fin de semaine. En fait, je travaille le samedi, je profite du dimanche avec mon amoureux, puis là, me voici ce lundi, donc comme tous les lundis, en congé, et je vous reprends. Et en fait, je vous reprends avec pas juste une lecture en cours, avec une lecture terminée. Alors, si vous vous souvenez bien, dans le début, dans l'entrée à l'introduction du vlog, je vais y arriver, j'avais dit que j'allais terminer ma pile à lire du fameux défi littéraire d'Alex Bouquet dans Prada pour ses Patreon. Et j'ai presque fait ça. J'avais un livre en tête, le Titou Lecoq, j'avais mis la 4e de couverture. Mais je me suis rendu compte que je ne devais pas être dans le mood pour le lire parce qu'on dirait que j'avais comme jamais envie dans le fond, de me lancer dedans. Donc, c'était juste pas le bon moment pour le lire parce que j'adore cette autrice-là. Puis, j'ai vu passer un vlog du Café des livres, puis elle parlait qu'elle avait reçu, si je me souviens bien, le tome 3 de la trilogie de Dolores Redondo. Puis, j'avais acheté un des livres, c'est le premier de cette trilogie-là, sur ses conseils. Puis, dans le fond, le Titou Lecoq, la catégorie dans laquelle il était, ça correspondait aussi à un livre de littérature étrangère ou une recommandation. Donc, j'ai décidé de le changer pour le fameux premier tome de la série, de la trilogie de Dolores Redondo. Donc, dans celui-ci, c'est Le Gardien Invisible, en format poche ici chez Folio. Et je l'ai lu et je l'ai complètement dévoré. J'avais la version française, c'est traduit de l'espagnol. Je l'avais pas en livre audio français parce qu'il n'existe pas encore. Et j'ai commencé à l'écouter juste pour voir avec la voix de synthèse parce qu'en fait, j'allais marcher, fait que je voulais voir au moins si ça allait me plaire, en fait, l'univers et tout. Puis là, j'ai vraiment accroché sur la traduction parce que c'est ça se passe en Espagne, ça se passe dans les Pays Basques. Puis, la traduction est très française. Elle n'est pas mauvaise. C'est juste que
dès le départ, il y avait comme de l'argot et tout. Puis là, on aurait dit que je trouvais que ça m'accrochait déjà. Puis là, j'étais un peu désespérée parce que c'est en espagnol. Donc, je parle pas vraiment beaucoup espagnol, là, à part quelques mots appris jadis quand j'étais plus jeune. Donc, je peux pas le lire en version originale. Puis là, je me suis dit, je vais voir s'il existe en anglais. C'est rare que je prenne des traductions vers l'anglo-saxon pour les langues latines comme l'espagnol ou le français, mais là, bon, je me suis dit que j'allais essayer. Je le fais plus pour les langues scandinaves parce que c'est plus proche, en fait, de la structure de l'anglais. Là, j'ai essayé, puis il l'avait en livre audio. Et la traduction en anglais était plus adaptée, selon moi. On dirait qu'elle gardait plus l'esprit du contexte en tant que tel qui se passait, dans le fond, au Pays Basque. Puis, il y avait un peu d'argot dans les dialogues, mais c'était comme acceptable. Peut-être parce que l'anglais, pour moi, n'est pas une langue première, même si je la comprends très bien. Je sais pas. Peu importe, ça a plus fait ça en anglais. Donc, c'est sans surprise The Invisible Guardian. En anglais, là, c'est vraiment traduit. Le titre est traduit de la même façon aussi. Et la narratrice était tellement excellente. Je l'ai écoutée au complet en anglais, parce que bon, j'avais pas la version anglaise non plus en papier. Mais je l'ai dévoré dans le sens où c'est pas que c'était haletant, mais c'était tellement excellent. Je me suis plongée là-dedans le samedi matin. Puis je l'ai terminé hier soir. Donc on est lundi. Non, j'ai terminé ce matin, le marche du matin. Donc en 48 heures, je l'ai lu. Puis c'était quand même une bonne brique en livre papier. Puis en audio, je pense que c'était 12 ou 13 heures d'écoute. Puis moi, j'écoute pas en vitesse accélérée. 518 pages en français, en tout cas. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ça. Je vais quand même lire la 4e de couverture de la version en français pour vous dire un petit peu... je vais juste voir... Ouais, pour voir si ça divulgage pas. Pour vous donner un peu un contexte de quoi ça parle. Au Pays Basque, sur les berges du Bastan, le corps dénudé et meurtri d'une jeune fille est retrouvé, les poils d'un animal éparpillés dessus. La légende raconte que dans la forêt vit le Bassaroun, une étrange créature mi-ours, mi-homme. L'inspectrice Amaya Salazar, rompue aux techniques d'investigation les plus modernes, revient dans cette vallée dont elle est originaire pour mener à bien cette enquête qui mêle superstition ancestrale, meurtre en série et blessures d'enfance. Donc, c'est drôle parce que ça m'a fait un peu penser, alors que c'est pas du tout la même origine, mais on s'est retrouvé un petit peu dans l'ambiance du fameux Pier Giorgio Puglisi et l'île des âmes, un peu. Donc, on avait encore le côté petit village, retour dans un village par une inspectrice qui avait des blessures d'enfance assez importantes. Plongeons dans les traditions, les façons, la culture de village, mais la culture aussi basque dans ce coin-là, ses traditions, ses mythes. Un entre-deux entre, en fait, mythologie, rite plus païen, croyance plus, disons, divinatoire et réalité, confrontée en fait à la réalité puis au factuel de l'enquête et de l'inspectrice Amaya qui vient de ce village-là, mais qui s'est toujours un peu, on dirait, réfugiée dans un univers cartésien après son départ du village. Donc, on est là-dedans. C'est sûr, c'est des meurtres qui sont sordides. C'est pas... Je me rends compte que ma tolérance devient un peu meilleure, mais c'est... Dans le fond, c'est que c'est sordide quand ils décrivent en tant que tel, disons, les corps retrouvés. Mais il n'y a pas de réminiscence ou de retour dans le passé au moment où ça se passe. Donc, on dirait que ça, je suis comme un peu plus capable d'accepter l'horreur quand c'est en image figée, disons, description d'image figée, que quand on fait revivre au lecteur le moment. Donc, ça reste sordide. Ça fait référence à des meurtres sur des jeunes filles qui donnent l'impression d'une perversion psychosexuelle, mais ça implique pas des viols nécessairement, c'est juste quelque chose de terrible. Et c'est ça. Donc, la fameuse Amaya va se lancer là-dedans. Il va avoir, encore une fois, un peu comme dans Pier Giorgio Puglisi, c'est pas ça me faisait rire un peu, ben pas rire sourire, mais ça m'a fait rire qu'il y a une parenté entre les deux, étrangement, ou c'est ma perception des choses qui est pareille, mais le Pays Basque est un personnage aussi en soi. Donc, c'est aussi une autrice qui décrit quand même tout ce qui est paysage, pas pendant des pages et des pages, mais qui veut comme s'assurer que le lecteur est plongé dans cette ambiance-là parce que ça contribue en fait à la perception de l'enquête. Ça contribue aussi à l'enquête parce qu'on est vraiment mêlé, comme je vous disais, dans le côté un peu rite et tradition locale. Et puis c'est ça. Donc j'ai beaucoup aimé ça. C'est très troublant. On a l'impression qu'on sait d'assez tôt, ben peut-être aux 2/3 un peu vers où ça se dirige, mais finalement jusqu'à la dernière, dans le dernier, je sais pas, 5e du livre,
ça s'affine. Donc, c'est pas grave c'est pas grave qu'on perçoive une partie peut-être du dénouement parce que jusqu'à la fin, ça s'affine puis ça fait en sorte que, bien entendu, c'est pas exactement ça. Donc, j'ai trouvé que ça, c'est super intéressant. Mais la plume de Dolores Redondo, je l'ai trouvée vraiment bonne. J'ai trouvé que les personnages, elle les mettait bien en chair. Il y a des personnages auxquels on s'attache. Il y a des personnages qu'on aime détester. Il y a des personnages qu'on adore puis qu'on finit par se rendre compte qu'il va falloir les voir sous un autre jour. Vraiment, sa construction de personnage est excellente. La construction de l'intrigue aussi. Il y a quelques choses dans le passé qui sont pas évidents. On parle ici de violences faites sur un enfant. Pas lié à la sexualité, donc juste traumavertissement peut-être, mais c'est pas très long, c'est des petits flashs, puis c'est pas gratuit. Ça nous aide à comprendre le passé d'un ou un des personnages principaux. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Super bien dosé, intrigue bien ficelée, comme je vous dis, quelques retours dans le passé, mais pas trop long, pas trop systématique non plus, pas trop répétitif, comme peut-être le scandinave, c'est assez... Le polar scandinave, c'est assez comme classique dans le sens que souvent ça va être un bout dans le passé, un bout dans le présent ou tout ça, puis on comprend qu'à un moment donné, ces deux bouts-là vont faire une jonction. Là, dans ce cas-ci, évidemment, c'est un peu le même principe, mais c'est pas... On est beaucoup plus dans le présent que dans le passé, puis ça m'a quand même bien plu. Il y a aussi d'autres sujets qui sont abordés, dont la maternité, le désir de maternité ou la nécessité de maternité par rapport à la perception sociale, l'incapacité d'avoir des enfants. Donc, il y a ça aussi qui navigue, pas qui navigue, mais qui, voyons, je vais le dire, qui gravite. C'était presque pareil. Qui gravite autour de l'enquête policière qui en soi est vraiment prenante. Il y a aussi un peu le côté rôle de la femme dans la société. On a les relations de fratrie, la santé mentale, bref. Vraiment une excellente découverte, vraiment, vraiment. C'est sûr que je vais lire les autres, mais je vais les lire en anglais parce que en français, je suis comme pas capable. C'est dommage, mais c'est pas une mauvaise traduction, c'est une bonne traduction, c'est juste que moi, ça présente vraiment des signes qui me font réagir beaucoup parce que la traduction utilise, dans le fond, des termes qui sont complètement hors contexte par rapport au Pays basque, parce qu'on tombe un peu plus dans l'argot, tandis que dans la traduction anglaise, c'est moins présent. Donc, voilà. Aussi, une super bonne opportunité de découvrir le Pays basque si vous ne le connaissez pas. Moi, je ne le connaissais pas particulièrement. Puis ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Ça me faisait vraiment penser justement, comme pour ça je vous disais à Pierre Giorgio Puglisi, comme des petites îles en Italie ou peut-être même la Corse, un peu le même espèce d'environnement-là où c'est un petit peu... les gens sont un petit peu vivent un peu en autarcie, entre guillemets, puis habituellement, les gens prennent en charge la situation par eux-mêmes. Donc, peu importe qu'est-ce qui se passe. Donc, ça, c'est intéressant à voir aussi à quel point ça peut déterminer des vies ou briser des vies, cette espèce d'approche-là. Puis, c'est ça. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Donc, je vais sans doute lire les autres. Donc, ça, je considère que maintenant, j'ai remplacé ma pile à lire. J'ai donc avancé et il me resterait seulement 3 livres à lire pour la fameuse pile à lire. Et je pense que je vais essayer de les lire aujourd'hui parce que clairement, c'est 2 graphiques puis un roman jeunesse. Je ne sais pas si je vais être capable de faire le focus, mais oui. Donc, 2 graphiques, un roman jeunesse. Le fameux Karine Paquin. Donc, la première, c'est une série qui a été faite. C'est des enquêtes non résolues avec un peu le principe de preuves à l'intérieur, puis il faut qu'on se mette à la place de l'agent, puis de trouver qu'est-ce qui va se passer. Il y en a déjà 2 sur cette série-là, puis j'étais vraiment curieuse de le voir, donc c'est de voir à quoi ça ressemble. C'est moins mon genre, habituellement, les true crime, mais là, je trouvais que c'est intéressant, ça s'adresse aux ados, c'est chez les malins. Puis j'avais le 3e tome, donc, que j'ai gardé pour ce temps-là, parce que je voulais vraiment le 3e tome du savoureux Lightfall, qui est de Tim Probert. J'ai toujours aimé ça, c'est du fantastique, c'est tellement beau, là, les visuels. Donc, il y avait celui-là et celui-ci que j'avais pris par hasard, puis je viens de voir qu'il va être traduit en français sous peu, donc disponible au Québec bientôt. C'était celui-ci, The Faint of Heart. Donc, on est vraiment plus dans le côté, je pense, quelqu'un qui... On est presque dans le sans-texte, mais pas vraiment, mais presque, voyez-vous. Donc, j'ai ça à lire. Fait qu'on s'entend que ça se fait clairement en une journée de congé. Donc, ça va sans doute se terminer aujourd'hui, ce défi-là. Puis j'avais jusqu'au 8, fait que je suis super fière de moi de l'avoir terminé, dans le sens où l'idée, c'était que je trouvais ça plaisant. Les catégories étaient vraiment enlevantes. Puis ça m'a surtout permis de lire 16 livres de ma pile à lire. Puis ça, je trouve ça chouette dans le sens où j'ai pas un objectif de la faire baisser, mais je trouve ça le fun
quand je me concentre sur qu'est-ce que j'ai à la maison. Puis, ben c'est ça. Donc, écoutez, je vous reprends quand je peux. Là, je vais me concentrer à ma journée de congé. Puis, vous avez ici le style canicule. C'est pas des cheveux sales, c'est juste des cheveux de douche, post-douche. Alors, ben, je vous reprends quand je peux. Allez! Hey, bonjour! Je vous fais un petit coucou rapide parce que je reviens de trotter un peu dans la journée. Puis, finalement, vous allez rire de moi. Mais finalement, j'ai décidé de remplacer... dans l'appel à l'aide, de remplacer le fameux Karine Paquin, l'espèce de true crime, par un autre qui faisait référence à enquête. Dans celui-là, c'était enquête, qui était un des mots-clés. Par celui-ci qui était dans l'appel à lire, qui est Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemek. Ça, c'est l'édition poche, dans le fond, chez Pocket. Parce que c'est ça, je l'avais en audio, j'ai pu l'avoir en audio, puis je me suis dit, je vais commencer pour voir. Puis ça m'intéressait a priori vraiment beaucoup. Puis finalement, là, je suis très accrochée par l'intrigue, donc je vais continuer celui-là. Mais les deux BD, je les changerai pas, là, je vous dis. J'ai voulu la 4e de couverture pour ceux qui ne sont pas au courant. On en a beaucoup entendu parler d'Alabama 1963, mais juste au cas où. Birmingham, Alabama, 1963. Le corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé. La police s'en préoccupe de loin. Mais voilà que d'autres petites filles noires disparaissent. Bud Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première victime. Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune veuve et mère de famille, s'interroge. Les petites filles ne disparaissent pas comme ça. Deux êtres que tout oppose, a priori. Donc, déjà la 4e, ça me donne un peu une idée. Donc oui, ça se passe en Alabama en 1963. C'est juste après que le dernier des enfants Kennedy est mort, en fait. Et comme ça le dit, ça va vraiment être, dans le fond, finalement, un duo d'enquêteurs non officiels et improbables qui va se faire, de ce que je comprends. Moi, je suis encore rendue au début, j'essayais de voir où j'étais rendue, puis je pense que j'ai peut-être lu une 60aine de pages. Que je suis rendue à peu près, peut-être 80. À peu près ici. Donc, 80 peut-être pages, à peu près, sur un roman qui, en format poche, en fait 350, donc c'est pas très long. Puis, voilà. Donc, écoutez, j'aime bien. C'est sûr que ça se passe dans un contexte d'Alabama. Celui-là, c'est pas une traduction, c'est des auteurs français, donc, qui écrivent à 4 mains jusqu'à maintenant, qui ont fait aussi Americas et qui vont sortir à la fin de l'été, quelque chose de Winnicott, les dames de Winnicott, la maison de Winnicott, le mystère, je ne sais pas trop. Et dans les 3 cas, ce qui a été relevé par plusieurs de mes, en tout cas plusieurs booktubers, c'est que ce duo-là fait vraiment ils peuvent changer de genre comme ils changent de chemise. Donc dans celui-là, on est plus comme dans l'enquête historique. Dans Americas, c'est plus comme un genre de feel-good à peu près des années 70. Puis dans le tout dernier, je pense qu'ils font, de ce que j'ai compris, dans le gothique victorien, mettons, quelque chose comme ça. Un peu horreur aussi. Donc voilà. Donc dans celui-ci, bien entendu, c'est dans un contexte particulier en Alabama, donc une zone où la ségrégation raciale est encore vraiment très présente. Évidemment, les personnes afro-américaines ont toutes sortes de contraintes, ont aucun droit vraiment, sont souvent au service encore des personnes blanches et peuvent pas aller dans les restaurants qui sont pas indiqués que c'est pour les personnes afro-américaines, peuvent pas s'asseoir dans l'autobus à part à l'arrière, ou alors il faut pas qu'il y ait une personne blanche dans l'autobus, bref, etc., etc. Vous connaissez un peu la chanson. Et c'est ça. Donc, c'est terrible un peu. On voit vraiment ces conditions-là. Puis évidemment, on est confronté au fait que la disparition d'une petite fille noire ne semble pas recevoir l'attention qu'elle le devrait, par opposition à ça, ça avait été une petite fille blanche qui avait disparu. Ce qui n'est pas sans rappeler un écho ici par rapport aux disparitions des femmes autochtones. Donc, c'est quelque chose quand même qui m'interpellait. J'avais un peu peur de comment ça allait être traité, parce que ça reste quand même 2 auteurs français qui parlent d'une réalité pour laquelle ils ont sans doute fait des recherches puis qui les intéressent, mais quand même avec potentiellement le regard ou les lunettes d'une personne qui vit en Europe et non pas en Amérique. Donc, il y a absolument un certain risque de raccourci un peu, peut-être pas préjugés, mais un peu stéréotypes, disons, qui sont peut-être pas nécessairement agréables nécessairement dans la lecture. Il y en a un peu, c'est des personnages archétypaux, particulièrement pour le détective, là, tu sais, il s'appelle Bud déjà, puis il porte un Stetson en tout temps, comme on peut le voir ici sur la photo qui a été choisie. Donc ici, là, il y a un chapeau Stetson, donc il est en Alabama, mais il pourrait être au Texas, dans le fond. Puis, tu sais, c'est un policier
qui a été mis dehors de son équipe, qui est alcoolique, qui est vraiment quelqu'un qui s'est laissé aller complètement. Et Adela, ben, c'est une femme de chambre qui fait de son mieux. Elle est moins archétypée, c'est-à-dire que c'est moins un archétype dans le sens où malheureusement ça représente vraiment la réalité de l'époque. Puis on sent qu'on dirait qu'il y a comme plus de nuances ce personnage-là que dans celui du détective privé, qui est un ancien policier, donc Bud. Par contre, évidemment, là, on est en page 80, puis on dirait que là, Bud commence à avoir soudainement une conscience, dans le sens conscience du bien commun ou de l'intérêt commun. Donc, ça commence à devenir un peu plus intéressant, mais au début, c'était vraiment comme un classique. Puis, je dois vous avertir que ça utilise volontairement, et j'ai l'impression que c'est pour le dénoncer, bien entendu, des termes qui sont absolument pas acceptables, donc des termes qui étaient utilisés à l'époque pour parler des personnes afro-américaines, donc le fameux mot qui commence par N, mais vraiment dans un but de représentation du contexte. Donc, c'est sûr que c'est froissant, là. De juste lire ça, on est comme, mon Dieu. Mais ça reste un contexte. En 1963, en Alabama, ben, c'était ça qui se passait. Donc, ça sert à rien de faire comme si c'était des bisounours, puis que tout le monde se parlait correctement, puis que tout le monde était bien traité. C'était pas ça le cas. Et il y a aussi dans le fond, dans les anciens collègues du détective, ben, il y a une bonne partie, à un moment donné, il y a comme une scène où c'est comme un policier qui raconte des jokes racistes sur justement les personnes afro-américaines puis que les autres rient. Ça reste quand même que la manière que c'est présenté, la façon que c'est présenté, je pense que comme lecteur, on peut pas ne pas trouver ça affreux. Donc, ça c'est pas présenté comme, c'est pas encensé, c'est pas... Je veux dire, si on trouve pas ça affreux, il y a quelque chose qui marche pas. C'est pas en raison du contexte de 2024. Je veux dire, ça reste que c'était vraiment un non-respect des autres. Donc ça, qu'on soit en 2024 ou qu'on soit avant, je pense que c'est fait exprès. Donc, pour moi, j'ai l'impression que ça va. Je suis quand même un peu ses freins parce que, tu sais, comme je vous dis, ça reste un peu caricatural. Puis, on n'est pas dans l'argot parce que c'est une écriture originale en français, donc il n'y a pas de traduction. Mais ça reste quand même qu'il y a certains termes qui sont utilisés que je suis pas certaine, que ça me fait décrocher parce que ça me fait pas du tout penser à le type de niveau de langage qui serait utilisé potentiellement dans cette ville-là en Alabama en 1963. Mais bon, pour le moment, ça va. Puis je pense que je commence tranquillement à m'attacher au personnage. Puis bien évidemment, le nœud de l'intrigue, c'est quelque chose qui m'interpelle. Donc, justement, ce fameux truc-là de la police à deux vitesses ou la police à deux, entre guillemets, races. Donc, qui va pas se soucier de mettre toutes ses ressources au maximum de dans le fond, de leur focus sur un cas quand ça fait partie de la communauté afro-américaine qui était considérée à l'époque comme une communauté qui n'avait pas d'importance. Donc, ça m'interpelle. Donc, voilà, c'est juste pour vous dire que celui-là, au début, je me suis dit, j'avais vraiment envie de le lire. Ça fait longtemps que j'étais dans ma pile à lire. Puis je me disais, je vais le mettre en livre audio, puis je vais me concentrer sur les 3 autres lectures qui me restent. Mais je me suis dit, dans le fond, c'est une enquête historique, donc ça pourrait fitter dans cette catégorie-là. Donc pourquoi je m'obstine finalement à lire Karine Paquin si je suis en train de lire celui-là? C'était pas prévu. Je suis en train de lire celui-là, donc je vais le compter tout simplement, puis juste modifier encore une fois ma pile à lire. C'est pas très grave. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, ma lecture en cours, c'est ça. Puis, je vais vous en reparler dès que je vais avoir avancé un peu plus. J'ai l'impression que je vais le finir un peu plus tôt quand même cette semaine parce que ça se lit vraiment bien. Ça se lit bien dans le sens que c'est quand même prenant, c'est une enquête. Puis c'est pas un long livre audio, je pense que ça fait à peu près 8 heures en livre audio. Donc avec les déplacements, puis sans doute que je vais vouloir en écouter aussi le soir ou le lire en papier, vu que je lis celui-là en livre papier. Je me dis que ça va avancer un peu plus vite. Ça se peut que je le termine avant, dans le fond. C'est sûr, il faut que je le termine avant jeudi, parce que c'est ça la date limite, entre guillemets, pour le fameux défi, mais c'est sûr que je vais terminer avant. Là. Il y a vraiment pas de... J'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Alors, voilà. À tout de suite! Et bonsoir! Alors, je vous fais un petit coucou en soirée, alors que je pensais pas nécessairement avoir l'énergie de le faire, mais voici. Parce que finalement, j'ai terminé. En fait, j'ai lu en moins de 24 heures le fameux livre dont je parlais, Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Et ça s'est avalé tout seul, comme on peut dire. Et c'est
un coup de cœur, à mon avis, plus un petit bémol, mais vraiment très léger, là, ça a été pour moi excellent. Troublant, remuant, enrageant, mais excellent. Donc, écoutez, je ne veux peut-être pas vous en dire beaucoup de plus sur le principe que j'avais déjà un peu mis dans le fond, mis un peu en contexte. Oui, ça va se poursuivre. Dans le fond, l'espèce d'enquête concernant la découverte du corps de jeunes femmes et jeunes filles, surtout, qui sont découvertes mortes, va se poursuivre. Ça va se compliquer, bien entendu. Le fameux duo improbable va exister. Ça va impliquer quand même une certaine évolution des personnages principaux. C'est quand même super intéressant. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que si l'évolution des personnages principaux se dirige vers quelque chose, disons, qu'on constate comme souhaitable, et c'est comme un peu, entre guillemets, pas feel good, mais satisfaisant pour le lecteur, en même temps, ça reste quand même relativement réaliste dans le sens où tout va pas se boucler, de façon hollywoodienne. Il y a des choses qui vont quand même se passer et qu'on aurait souhaité qu'ils se passent pas. Et c'est ça. Je peux pas en dire beaucoup plus. Plus ça va aller, puis plus on va vraiment être ancré dans le contexte de ce qui va se passer en ce moment-là, en 63 et en 64. Je ne me souviens pas jusqu'où on se rend. Non, jusqu'en fin décembre 1963. Et ça va mettre de l'avant, bien entendu, comme je vous disais, le fameux contexte de ségrégation qui se passait en Alabama dans ces années-là. Très, très terrible et très sans pardon. On va même aborder la présence et la terreur que va créer la présence à ce moment-là du fameux groupe des KKK. On ne va pas le dire, mais le fameux groupe des extrémistes qui considéraient que les personnes afro-américaines avaient non seulement pas leur place dans la société, mais en fait ne devaient pas exister. On va avoir des références, comme je vous disais aussi, au contexte historique et politique. Mais surtout, on va complètement s'attacher aux personnages principaux, aux personnages secondaires, aux convictions qui les animent, aux craintes qui les freinent, à une dimension un peu, à l'importance un peu de l'intuition puis de peut-être l'imaginaire pour essayer de faire avancer les choses. Surtout à la solidarité qui peut être une des solutions pour justement lutter contre l'horreur qui sévit à ce moment-là, non seulement à cause des meurtres, mais aussi à cause du contexte socio-historique. Mais la solidarité qui n'est pas, comme je vous dis, qui n'arrive pas un peu comme un cheveu à la soupe magiquement, comme dans les films américains, mais bien une solidarité qu'on sent qui est profondément ancrée dans une communauté, plus particulièrement dans la communauté afro-américaine, où les gens ont toujours eu à se défendre, entre guillemets, contre les attaques, pas entre guillemets, en fait, littéralement, contre les attaques et pour essayer de faire valoir leurs droits, et qui ne parviennent pas encore même en 1963. Mais la solidarité qui dépasse le concept de race. Donc, évidemment, comme vous pouvez un peu vous douter, que le détective qui est lui caucasien avec un Stetson et la femme de chambre qui est afro-américaine, s'ils forment un improbable duo, c'est parce que finalement, il va peut-être avoir la possibilité d'engager une conversation au-delà des préjugés, au-delà de ce qui va se passer. Fait que j'ai vraiment apprécié ça. C'était très, très bien construit, c'était très bien écrit. Le seul bémol que j'ai, c'est celui que je vous disais que même si c'est, écoutez, pour des auteurs français qui ont fait ce travail-là, un travail de recherche, de mettre de l'avant ce contexte-là, de choisir ce contexte-là particulièrement pour leur histoire, je trouve que ça a été super bien fait. Moi, je le perçois parce que j'habite en Amérique, donc j'ai perçu quand même qu'il y a un petit côté un petit peu légèrement, pas plaqué dans certains cas, mais comme si les recherches ont été faites, mais en même temps, ça reste que c'est un petit peu teinté de peut-être la perception que les gens ont hors Amérique de ce que étaient les États-Unis. Mais c'est vraiment pas, c'est mineur, c'est parce que c'est moi, c'est mes bébites. J'évolue dans ce milieu-là, dans ce côté-ci de l'Atlantique. Et donc, j'ai un petit peu plus peut-être j'ai peut-être plus une perception fine par rapport à
ces genres de petites maladresses-là, mais c'est vraiment au niveau de la petite maladresse. C'est très léger. Ça n'empêche absolument pas de profiter du livre. Il y a eu clairement des recherches extraordinaires qui ont été faites là-dedans. Puis clairement, comme je vous dis, comme le but, c'est que le lecteur, dans le fond, est amené un peu à croire au fait que l'humain peut transcender tout, peu importe les désaccords, l'intolérance, la cruauté, la violence. Bien évidemment qu'on est aussi interpellé à croire à ça. Deux auteurs français qui écrivent un livre qui se passe en Alabama en 1963 et à y croire et à trouver ça super bien fait. Moi, vraiment, définitivement, je vais lire les deux autres. Ben, même si c'est des genres différents. Je lis les deux autres de ce duo d'auteurs-là. Osez de les découvrir. C'est vraiment bon. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis oui, c'est sûr que c'est une enquête, évidemment. Donc, c'est sordide dans certains cas parce que qu'est-ce qui se passe? C'est terrible ce qui se passe par rapport aux jeunes femmes. Comme je vous dis, ça se termine pas nécessairement de façon rose, mais c'est une enquête et surtout une histoire qui est centrée sur l'humain. Puis c'est ce qui fait que c'est inoubliable, en fait, puis que ça dépasse un peu le côté juste une enquête sur fond d'Amérique des années 60, ségrégationniste. On n'est pas juste là-dedans pour ça. Il y a vraiment, on sent que c'est pas plaqué, que l'enquête se tient, que les personnages sont en 3 dimensions, puis qu'on a comme le goût un peu de comme les aider puis leur dire que ça va changer avec les années, mais que malheureusement, on se dit que est-ce que ça a vraiment tant changé que ça? Ben oui, mais peut-être pas suffisamment. Alors voilà, c'était mon dernier mot sur ma lecture. Sinon, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, bon, j'ai commencé une lecture en cours en audio qui n'est pas dans ma pile à lire du fameux défi littéraire. Et c'est Un soir d'été de Philippe Besson. Ça faisait longtemps que j'avais envie de lire un Philippe Besson. J'avais lu Paris-Briançon. Un soir d'été, ça se passe. Là, j'ai même pas le résumé avec moi. Puis je suis super fatiguée, comme vous pouvez voir, parce que je suis pas super allumée dans ma mort. En tout cas, j'ai de la misère à poursuivre mes phrases. Mais dans le fond, on va aller dans le souvenir d'un jeune homme qui s'appelle Philippe. Puis on sent que c'est un peu comme potentiellement en partie d'autofiction. Ou en tout cas, simplement qu'il a appelé son personnage principal Philippe, le narrateur. Et qui va se retrouver à l'âge de ses 18 ans, alors qu'il s'en va en vacances sur une île que je sais pas c'est quoi, il va falloir que je retrouve ça, et qui va retrouver son complice de toujours, un couple d'amis chez qui ses parents, dans le fond, habitent toujours en vacances, puis il va retrouver son ami de là qui en fait, quelqu'un qui a son âge, puis, mais qui n'a pas nécessairement la même réalité que lui, mais qui a son âge. Puis c'est l'histoire d'un été où ils vont se retrouver là-bas avec un nouvel ami de celui qui rejoint là-bas, qui vient d'arriver, Nicolas. Donc, celui qui va rejoindre, c'est François. Et l'arrivée en scène d'une fameuse, un élément perturbateur, qui est une jeune femme qui s'appelle Alice et son frère Marc, qui vont arriver là. C'est une histoire ça semble être une histoire de passage à l'âge adulte, donc un roman de coming of age, comme ils disent. Mais ça parle d'un drame qui s'est passé un soir d'été dans la 4e, ça dit ça. Et que ce drame-là va avoir marqué la vie des gens qui étaient là et que quelqu'un va disparaître. Là, je suis rendue en partie au premier tiers peut-être, puis on ne sait toujours pas. On sent qu'il y a comme un build-up. Avec Philippe Besson, c'est comme ça. En tout cas, dans Paris-Briançon, c'était comme ça. On savait d'emblée qu'il allait avoir quelque chose, mais tout le long, on ne savait pas exactement qu'est-ce qui allait arriver, ou on se doutait, mais on n'avait pas vraiment envie que ça arrive. Mais je pense que la structure est un peu comme ça aussi. Toujours aussi bien écrit. Je l'écoute en livre audio, un narrateur fort intéressant. Puis ben voilà, c'est là où j'en suis dans ma lecture en cours. Hey, j'ai réussi à vous faire presque un résumé correct sans avoir à voler le 4e. Yeah! Et finalement, j'ai reçu un petit colis donc, qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est ma fameuse pochette mensuelle, je crois, de Once Upon a Book. Attention, je vais l'ouvrir, ça va faire du bruit. Je suis chanceuse de voir autre chose, vous autres aussi. Mais là, je pense que c'est ma pochette mensuelle. Ouais, c'est ça. C'est la pochette mensuelle, puis je me souviens plus du tout des mots-clés pour celui-là. Bon, ben ça va être une surprise. Je ne sais pas si j'avais identifié celui pour le mois d'août. C'est celui qui était une dystopie? Je pense que oui. C'était comme dystopie, racisme. Peut-être. Ça, je ne sais pas du tout c'est quoi. Bon, on va voir. Alors, je ne vais pas regarder tout de suite le livre.
On va d'abord sortir le signet, qui est, cool, c'est un petit peu morflé, mais on est en inspiration okuzai, une inspiration japonisante, comme on dit en Europe, un peu japonaise, à la vague de Ozukai, je pense que c'est ça. OK, donc été, mer. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petites gourmandises. Alors, on a donc 2 petits thés verts à la menthe. Donc ça, je pense que j'en avais déjà eu. C'est toujours encore les thés de Gaïa, mais qui sont toujours des valeurs sûres. Et on a des petites gourmandises qui se font un petit peu matelot. Ah oui, c'est quand même cool. Ça, j'en avais déjà eu. C'était les fameux cookies nougatines dans un emballage qui fait très bord de mer. Qui fait très ce que j'arrête de lire avec Philippe Besson. Et voilà, pour le livre, finalement, qu'est-ce que ce sera? Ah! Ça me dit absolument rien. Eh bien, alors voilà. Donc, c'était peut-être pas ce que je pensais comme mot-clé, finalement. C'était pas celui de dystopie. C'est sûr que c'était un roman feel-good. Oui, je crois que c'était un roman feel-good estival. Je me souviens plus. Ça fait plus de sens. OK. Alors, un jour, je te rencontrerai de Sophie cousin de chez Hauteville. Alors, a priori, si je me fais la couverture, ça va mettre moins quelque chose qui me plaît, mais on va regarder quand même. Je lis la 4e de couverture quand même. Une erreur de bagage peut-elle changer votre vie à jamais? Laura croit en l'amour, le vrai, le grand. Mais il semble se refuser à elle, alors elle se contente des histoires d'amour des autres et en fait le récit pour un site de lifestyle. L'article du jour nécessite qu'elle se rende à Jersey, là où ses propres parents se sont rencontrés. Mais en arrivant à son hôtel, elle se rend compte qu'elle a récupéré la mauvaise valise à l'aéroport. Elle se console toutefois en explorant son contenu on ne peut plus séduisant. Entre partitions pour piano et exemplaires usagés de son livre préféré, Laura trouve dans ce bagage tout ce qu'elle désirerait chez un potentiel partenaire. Et si elle était là, sa chance de vivre sa grande histoire d'amour? Bon, clairement, une petite romance d'été. Aucune idée si je vais lire. Tu sais, ça fait partie de la chance que je prends quand je prends ça. C'est la première fois à date que ça tombe vraiment complètement à côté de la plaque. Mais je dis pas non. Je vais quand même le garder, on sait jamais. Donc, voici pour ma petite pochette mensuelle. Mais voilà, c'est comme ça. C'est estival. Pourquoi pas? Des fois, il faut sortir de ses sentiers habituels. Alors, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je me relance, je poursuis ma soirée, puis je vous reviens dès que j'ai terminé pour le moment le Philippe Besson et les 2 romans graphiques qui sont ici, qui sont les 2 qui me restent. Je suis tellement pas bonne pour m'orienter. Vers moi? Ouais, comme ça. Donc, les 2 romans graphiques qui me restent de ma pile à lire originale pour le challenge Alex Bouquet dans Prada. Donc, je vous tiens au courant d'ici à ce que je termine le tout. Allez, à tout de suite! Hey, bonjour! Alors, je vous fais un petit coucou pendant ma petite marche de fin d'après-midi parce que finalement, j'ai terminé assez rapidement le fameux livre audio Un soir d'été de Philippe Besson. Puis c'était très remuant. C'était exactement ce que j'avais perçu, c'est-à-dire un roman d'apprentissage qui appelle The Coming of Age, mais je cherchais, c'est ça en anglais, mais je cherchais le terme en français. Puis c'est un roman d'apprentissage et c'est vraiment un roman de passage à l'âge adulte. Et comment... mon Dieu, c'est un roman qui détermine qu'est-ce que c'est le lien avec l'autre, l'amour, l'amitié, et tout ça dans une espèce de condensé de vacances où les liens se forment vite, les attachements se forment vite, se détachent vite aussi, sauf quand en fait, l'irréparable arrive. Donc, on est quand même, comme je vous disais, avec une situation où il y a un grand drame qui va arriver. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, dans le fond, on est vraiment dans les yeux du narrateur qui est Philippe Besson, quand il était plus jeune. C'est ce qu'on comprend, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va le voir, il va un peu nous faire ça un peu comme un carnet de vacances, un peu, donc de jour en jour, un carnet des émotions ressenties. Philippe Besson, Philippe, en fait, est un narrateur qui est un jeune homme de 18 ans et qui est en attente pour, en fait, a passé son bac et est en attente pour aller, ou c'est l'année du bac, ouais, en préparatoire, puis il s'en va à l'année du bac, donc il sait qu'il va déménager de chez lui. C'est le retour un peu à des repères d'enfance. Par contre, c'est aussi une certaine émancipation parce qu'il a fait son coming out concernant son homosexualité. C'est accueilli relativement harmonieusement dans cette espèce de contexte-là. Et c'est les nouvelles connaissances qui vont se faire. Puis c'est vraiment rempli d'éléments un peu nostalgiques, de
fin d'adolescence, de début d'âge adulte, où on vit tout à 1000%. Mais là, dans ce cas-ci, en plus, c'est que il va y avoir en plus un événement. Mais comme toujours, la structure, un événement dramatique, donc qui, de toute façon, aurait marqué tout le monde, peu importe l'âge, donc ça n'a pas rapport. Mais ça va évidemment construire la suite. Comme en tout cas, comme la dernière Philippe Besson que j'ai vu qui était dans Paris-Briançon, c'est focusé sur le avant, dans le fond, l'événement. Il n'y a pas beaucoup de texte qui se passe après. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ose rendre ça assez réaliste pour que tout soit pas bouclé. Donc, c'est pas que c'est tant une fin ouverte, c'est pas choquant à ce point-là. C'est juste que, comme dans la vie, des fois, il y a des choses comme ça sur lesquelles on va rester sur notre fin un peu de conclusion. Notre soif de conclusion va pas nécessairement être étanchée. Puis c'est ce qui amène encore plus de profondeur à tout ça. C'est ce qui nous fait comprendre que ces personnes-là impliquées vont jamais pouvoir revenir en fait en arrière dans cette espèce d'insouciance-là qu'il y avait. C'est super bien écrit. Ça fait des petits clins d'œil, comme je dis, nostalgiques, parce que ça se passe dans les années 80, je pense, parce que moi, je suis née en 80, fait que même si j'avais pas cet âge-là dans les années 80, ben ça me dit quelque chose, les repères. Donc, au niveau culturel, ça peut quand même être intéressant, mais sinon, au niveau humain, encore une fois, bien entendu qu'on fait partie, on est vraiment d'un point de vue de jeunes qui se préparent à l'âge adulte. Donc, c'est différent. C'est sûr que c'est pas nécessairement la réalité de quelqu'un qui est adulte aujourd'hui, mais on est tous passés par là, puis c'est pas si loin, puis c'est encore en nous. Puis on parle surtout d'émotions, puis l'émotion n'a pas d'âge. Donc, vraiment, ça a été une lecture fort remuante. En version audio, était intéressante aussi. Le narrateur était assez neutre, par contre, mais je pense que c'est intéressant parce qu'en fait, la plume en soi de Philippe Besson n'avait pas besoin d'avoir d'artifice nécessairement d'ajouter. C'était comme suffisant juste de la faire vivre, de la mettre en voix, disons, c'était suffisant. Puis ben voilà, je suis bien contente d'avoir décidé sur un coup de tête de me lancer là-dedans. J'hésitais parce qu'en fait, quand j'avais vu le mot drame, je savais pas trop à quoi m'attendre. Finalement, c'était pas exactement qu'est-ce que je pensais et c'était comme plus gérable pour moi. Mais c'était un drame quand même, c'est juste que c'était pas du même ordre. Donc, ben voilà. Donc, c'est ma petite lecture que j'ai faite rapidement. Puis là, ben voilà, on est le 7, puis je viens de réaliser que demain, c'est le 8 et que, ben, c'est pas parce que c'est demain, c'est le 8 là, que j'ai réalisé. C'est pas que je suis étonnée du calendrier. C'est juste que demain, c'est la fin du fameux défi d'Alex Noukel-Enfrada. Donc, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je vais lire 2 romans graphiques parce qu'il m'en reste 2. J'ai quand même bien fait ça de façon stratégique parce que je sais que vers la fin, souvent, j'ai moins de temps. Puis je savais que ça se terminait en plein milieu d'une semaine. Donc, je trouve ça chouette d'avoir agi en me connaissant bien. Puis ça fait en sorte que je suis pas dans le rush. Puis je vais avoir réussi potentiellement à lire tous les livres que je voulais. Plus le Philippe Besson qui n'était pas dans mon challenge littéraire, mon défi littéraire. Parce que là, je vais passer à autre chose après. Donc, ben voilà. Donc, je vais juste vous dire un petit coucou là-dessus. Je vous reviens dès que je peux. Et bonjour, alors je vous fais un petit coucou en direct de la Studio Mobile. Et oui, ça faisait longtemps. Parce que hier, comme promis, j'ai fini 2 romans graphiques qui ont été très remuants. Je vais commencer par celui qui était en fait la fin d'une trilogie que j'attendais depuis super longtemps, que je me rends compte que peut-être que j'aurais dû relire les 2 premiers tomes parce que je les ai à la maison avant de me lancer dans le 3e, mais bon. Il s'agit donc du 3e tome de la série, pardon, de la série Lightfall de Tim Probert. Ça s'appelle The Dark Times. Je l'ai lu en anglais chez HarperCollins, mais il est traduit en français. Là, il est disponible depuis, je pense, avril ou mai en français aussi. Je pense que c'est chez Scholastic. Et ben voilà, donc c'est
une trilogie d'aventures fantastiques dans laquelle on va suivre une jeune héroïne qui va avoir été laissée derrière par ses parents en raison d'une grosse problématique, dans le fond, une question de survie et qui va évoluer avec son grand-père. Et c'est une jeune fille qui est en proie à l'angoisse et qui va devoir partir en quête du soleil, parce que si je me souviens bien, ça fait longtemps, voyez-vous, c'est pour vous dire, dans le premier tome, dans le fond, la lumière, en fait, de la Terre est comme un peu en danger. Puis elle va finir par devoir partir en quête de une solution pour essayer de résoudre cette situation-là. Au fur et à mesure de sa quête, elle va rencontrer différents personnages, dont Cad, qui est une créature fantastique qui est la seule qui reste de sa sorte, en fait, sur Terre. Donc, qui est un peu tout seul, puis qui va vraiment être son complice de toujours, en même temps que son grand-père avec qui elle va évoluer, son grand-père qui perd un peu ses billes et tout. Donc, je fais un résumé très grossier et sans doute pas tout à fait complet, mais je vous invite à aller voir c'est quoi. Donc, j'ai lu ça. Évidemment, c'est un tome 3. Je ne pourrais pas beaucoup vous en dire parce que c'est sûr que ça évolue d'un tome à l'autre puis il y a vraiment beaucoup d'événements qui divulgagent. Mais je peux vous dire que c'est une belle fin. On va y retrouver encore une fois les personnages auxquels on s'attache, qui sont vraiment attachants, qui ne sont pas parfaits, en même temps, qui sont toujours pleins de ressources cachées. La dimension de l'anxiété qui est mise en image assez bien dans cette série-là, qui est vraiment impressionnante. La jeune fille, dans le fond, dès qu'elle est comme quelque chose de nouveau qu'il faut qu'elle fasse, c'est toujours pas sûre d'elle-même, puis elle est anxieuse, puis elle devient comme plein d'espèces de gros tourbillons de noirceur, mais visuellement, ça, c'est encore là. En même temps, il y a quand même le côté se dépasser et tout ça. La solidarité, la noirceur qui prend de la place de plus en plus, qu'il faut combattre à tous les instants. Les aléas graves qui vont arriver, qui freinent ton chemin, puis essayer d'être en mode création pour contourner un peu, pas création, mais créativité, débrouillardise pour contourner un peu ces situations-là. Et aussi beaucoup le côté, malgré le fait qu'on a une quête, si finalement on se rend compte que l'objectif qu'on avait, c'était peut-être pas le bon, pourquoi pas essayer plutôt de réapprendre à jouer avec le jeu de cartes qu'on a actuellement, qui est un jeu de cartes qui n'est pas nécessairement pareil. Évidemment, je parle figuré, là. C'est pas un vrai jeu de cartes, hein? C'est juste dans le sens où c'est des conditions qui changent dans notre vie, plutôt que des fois de vouloir remettre les choses comme avant. Plus on en apprend, puis plus des fois on se rend compte que peut-être que c'est pas de les remettre comme avant qui sont nécessairement l'objectif le meilleur dans les circonstances. Il y a un petit côté aussi très fable philosophique et de la création un peu. Donc, on a une bonne partie vers la fin qui va nous faire une espèce de retour sur comment ce monde-là a été créé finalement. Et on comprend un peu mieux qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 premiers tomes, puis comment ça se fait, comment la quête que la jeune fille et le fameux Cad, dans le fond, vont mener a pu, à ce point-là, comporter plein de choses pour les faire trébucher puis qui donnent l'impression qu'ils ne vont jamais y arriver. Donc, c'est super intéressant. Particulièrement la partie qui fait justement l'espèce de phare, l'espèce de retour en arrière. D'ailleurs, que visuellement, ça fait partie des pages qui ont un contour noir plutôt qu'avoir un contour blanc. Donc, c'est vraiment clair. C'est vraiment comme ça, faire raconter un mythe ou une légende et tout. C'est super intéressant. Puis, définitivement, les visuels de Tim Probert, c'est inoubliable. C'est tellement... C'est quand même coloré, mais quand même en teinte effacée. Puis il y a une douceur dans les traits, un petit côté qui n'est pas dans ta face. Hein. Donc le trait est précis, mais il n'est pas agressif. On n'a pas des gros contours super foncés. On en a quand même, donc c'est quand même quelque chose qui va être attrayant peut-être pour un œil même un jeune œil qui est habitué à avoir des choses qui sont vraiment très comic book et tout ça. Mais il y a comme de la délicatesse quand même, puis de l'émotion qui passe à travers le trait que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là, je l'ai lu, je suis bien contente. En même temps, je sais que j'ai perdu une partie de mon appréciation que j'aurais pu avoir par rapport à ce tome-là parce que j'ai pas relu les 2 autres avant. Donc, je vous suggère de le faire parce qu'ils sont sortis quand même à une bonne distance dans le temps.
les 3 tomes. Donc, même si j'ai comme intégré l'essence de l'histoire, mais il y avait des détails de péripéties dont je me souvenais pas. Puis, on fait quand même pas mal référence aux autres tomes dans le tome 3. Donc, je vous suggère de les relire au complet, potentiellement avant de lire le tome 3. Et définitivement, on ne peut pas les lire autrement que dans l'ordre de ces 3 tomes-là. Donc, voilà pour la conclusion de cette trilogie-là de Tim Foubert. Et finalement, j'ai lu un livre que j'avais vraiment acheté par hasard. Puis, je pense que j'ai eu une super intuition. C'était les visuels surtout qui m'avaient marqué. Et c'est The Faint of Heart de Carolyn Wilson, je pense. Peut-être que je me trompe. C'est chez HarperCollins. Pardon. Et celui-là, comme je vous disais, vient également tout juste d'être traduit en français. En fait, disponible en français. Donc, en plus, vous allez pouvoir le lire directement en français. C'est vraiment un coup de cœur, cette BD-là, pour moi. Ça se passe dans un monde, notre monde, à nous autres, mais ça reste quand même que c'est, bon, je sais pas de l'anticipation, mais c'est de la science-fiction un peu quand même. Donc, c'est dans notre monde. Et on arrive à un moment, quand l'histoire commence, où c'est un monde où c'est devenu la norme d'aller se faire retirer son cœur à l'hôpital. Parce qu'ils ont découvert une façon de faire en sorte qu'on pouvait retirer le cœur des gens, le mettre dans un bocal avec une solution particulière qui faisait en sorte que ça atténuait toutes les réactions aiguës qu'on pouvait avoir, émotives aiguës qu'on pouvait avoir. Puis la personne dont le cœur avait été retiré pouvait quand même fonctionner. Parce que le cœur existait encore, il était juste pas dans son corps, mais il était quand même là. Donc, il pouvait fonctionner, mais avec une existence plus apaisée. En fait, complètement apaisé parce qu'en fait, ça l'empêchait de ressentir des choses tout simplement. Donc, il focusait sur ce qui était vraiment intellectuel, cartésien et tout ça. Puis le restant, ça passait à côté. Donc, c'est ça le contexte de base. On va suivre une jeune adolescente qui, elle, a encore son cœur. Et il y a un certain moment dans le fond, dans l'adolescence où, vu que ça fait tellement longtemps que c'est fait, avant c'était juste pour les adultes, mais maintenant même les enfants peuvent le faire si les parents signent pour ça. Il y a un certain moment où on associe le fait que si tu es quelqu'un qui n'est pas assez bon à l'école ou qui n'est pas assez concentré, tes parents vont considérer que c'est le temps que tu te fasses enlever ton cœur parce que tu es trop distrait par ton cœur. Donc, on va suivre cette jeune fille-là qui vit dans une famille où tout le monde a fait retirer son cœur. Et on comprend rapidement qu'elle se sent très seule dans cette famille-là parce qu'elle n'a pas d'affection de la part de ses parents. Sa grande sœur avec qui elle était super complice, puis avec qui elle dessinait et tout, c'est quelque chose qui ne l'intéresse plus, la grande sœur. Elle est complètement coupée d'elle-même. Puis même à l'école, elle a plusieurs de ses amis qui se sont fait enlever leur cœur. Donc avant, c'était ses meilleurs amis, mais là, maintenant, eh bien, étant donné qu'ils n'ont plus nécessairement l'affectif, ben ils sont comme moins dans la même réalité qu'elle. Puis là, ben, eux autres, ils trouvent que c'est une distraction d'avoir des amis et tout ça. Donc, on va la voir évaluer là-dedans. Essayer désespérément de trouver une solution pour faire en sorte que c'est vraiment le lien avec sa sœur qui la marque encore plus. Elle veut essayer que sa sœur réagisse de nouveau, qu'elle soit de nouveau sa complice et tout. Et donc, ça, c'est vraiment le contexte de départ. On va vraiment apprendre à bien la connaître. On va apprendre à connaître sa famille, on va bien comprendre l'état de solitude dans lequel elle est, autant à la maison que dans la société. Cela dit, ça ne reste pas une personne qui est pessimiste. C'est quelqu'un qui croit toujours que ça peut aller mieux. C'est juste qu'au bout du compte, elle est toujours toute seule. Puis elle aime vraiment beaucoup l'art. Puis là, elle se rend compte qu'éventuellement, peut-être qu'à l'école, ils vont même retirer les classes d'art parce qu'ils vont considérer que tout ce qu'il faut, que ce soit des sciences pures et pas nécessairement de l'artistique, vu que c'est quelque chose qui peut distraire puis ça prend des émotions et tout. Éventuellement, elle va finir par apprendre en fait, par découvrir qu'il y a un jeune garçon qui a l'air, lui, en fait, de commencer à sentir. Elle sent qu'il est différent. C'est comme s'il avait retrouvé des émotions, mais pourtant, il a l'air de ne pas avoir de cœur, lui non plus. Et là, ils vont finir par devenir complices et il va finir par en apprendre plus sur qu'est-ce qui est en train de se passer avec lui. Il a l'impression qu'il recommence à ressentir des choses, puis il ne comprend pas trop pourquoi. Il veut absolument savoir puis découvrir, aller en apprendre plus sur la scientifique qui avait parti cette fameuse envolée-là sociale et tout ça, de faire retirer les cœurs et tout. Puis il a besoin d'avoir de l'aide, puis il se sent vraiment pas bien. Puis, dans le fond, éventuellement, ils vont devenir amis et ils vont finir par pousser plus loin leurs recherches jusqu'à finir par trouver la scientifique. Je ne vous dirai pas plus de détails parce que ça va divulgacher. C'est excellent. C'est vraiment, ça bouscule un peu parce que dans le fond, ça nous met quand même en face de notre société dans laquelle des fois on est très pro-performance, pro-efficacité, mais est-ce que c'est au détriment en fait de l'humanité? Le visuel
juste le visuel, juste pour ça, même si c'était sans texte. Je vous disais même que ça avait l'air d'être presque sans texte, mais finalement, c'est pas sans texte, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Le visuel est tellement extra. Tout le monde qui est la société dans laquelle la jeune fille évolue. Je dis jeune fille parce que pour le moment, son prénom m'échappe, donc c'est pas grave, c'est pas important dans le fond que vous le sachiez ou pas, mais pour le moment, son prénom m'échappe. Mais cette jeune fille-là va vouloir, dans le fond, évolue. Elle est en couleur. Et le restant du monde, dans la société dans laquelle elle évolue, est en noir et blanc. Et ça dit tout. Éventuellement, ça va vraiment être, il y a vraiment un côté artistique aussi, ça va vraiment être le côté noir et blanc versus coloré qui va nous dire de plus en plus dans les images qui sont les gens qui sont en dormance, qui sont les gens qui sont en éveil, quel impact ça a réellement sur la société, cette fameuse situation-là de l'absence de cœur. D'ailleurs, j'ai oublié parce qu'en fait, il y a un règlement de situation. En fait, ça commence comme ça. Je ne sais pas comment j'ai pu oublier ça parce que c'est le début de l'histoire. Ça commence par... Il semble y avoir eu un vol des cœurs qui sont entreposés près de l'hôpital, de ceux qui se sont fait retirer les cœurs. Il semble y avoir eu un vol de ces cœurs-là. Et là, évidemment, le gouvernement veut un peu camoufler ça pour ne pas faire paniquer la population. Mais les gens se demandent si ça va avoir un impact ou pas. Donc, ça commence comme ça. Et après ça, on commence à découvrir la jeune fille. Donc, excusez-moi, pourtant, c'est comme super important. C'est comme l'élément déclencheur, il est là. C'est juste qu'il se fait là. Puis après, on a un petit retour un peu, on comprend mieux c'est quoi la situation de la jeune fille. Puis ensuite, en fond, on va avancer vers, justement, la rencontre qu'elle va faire avec le jeune garçon qui, visiblement, est quelqu'un qui est un sans cœur, mais qui a encore du cœur quelque part. Et on va découvrir, en fait, tout ce qui a mené à cette aventure-là. Puis qu'est-ce qui peut être fait peut-être pour rétablir un peu la situation. C'est un roman graphique important. Ça parle aussi de est-ce que les avancées de la science, pour une avancée de la science, c'est vraiment la solution toujours? Est-ce qu'on est conscient de ce que ça peut avoir comme impact? Donc, c'est pas que ça met de l'avant le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de la science, c'est juste, vraiment, tout est dans le dosage. Donc, je trouve que ça montre à la fois jusqu'où la société peut aller de façon positive, puis jusqu'où elle peut aller de façon négative si il y a vraiment un déséquilibre dans le fond, ce qu'elle consacre justement, soit aux sciences ou à l'art, à l'humanité ou à le côté cartésien et tout. J'ai adoré ça. C'est vraiment un coup de cœur total. Donc, sérieusement, je vous le conseille sans hésiter. Allez-y en français si vous voulez, c'est pas vraiment important. Là, moi, j'ai lu en langue originale parce que je l'avais trouvé comme ça puis il n'existait pas encore en traduction, mais il n'y a pas une terminologie qui fait en sorte qu'on manque quelque chose sur la traduction. Je pense pas qu'on peut rater une traduction là, de ce genre de roman graphique-là. Fait que n'hésitez pas, c'est genre vraiment mon coup de cœur. Il va aller très haut dans l'année 2024, ce coup de cœur-là. Et ça clôture en même temps mon défi littéraire de Alex Bouquet dans Prada. Donc, je suis super contente. J'ai réussi à tout lire. Puis, avec plaisir. J'ai juste fait des belles découvertes. Il y avait des auteurs que je connaissais, mais dans la plupart, c'est des auteurs que je connaissais pas ou que je prenais des risques un peu. Puis, à date, ça a été une expérience tellement positive. Je vous le suggère. Évidemment, ça, c'est Alex Bouquet dans Prada. Puis, j'aime beaucoup cette créatrice de contenu-là. Mais peu importe quelle est la créatrice de contenu ou le créateur de contenu, ou si vous voyez passer un défi littéraire, c'est le fun, les défis littéraires, dans la mesure où on ne fait pas une obsession avec ça. C'est le fun parce que ça nous sort, en fait, du connu. Ça nous fait sauter par-dessus les ornières, ça nous fait vraiment expérimenter, puis c'est en expérimentant, dans le fond, qu'on va découvrir des choses qui sont précieuses. Alors voilà, c'était donc mes 2 lectures. J'ai commencé un autre livre audio, mais je suis pas sûre que je vous en parle tout de suite parce que je sais pas si je vais le poursuivre. C'est un que ça fait 2 fois que je commence. Pourtant, c'était recommandé par Fluent Books, puis ça avait l'air vraiment rigolo. Je l'ai commencé, mais je constate que c'est quelque chose qui a un humour assez cinglant, qui n'est pas pour me déplaire, mais qui a un contexte très, très, très français des années 90, les référents des années 90-2000. Puis c'est comme, je pense que je suis non seulement pas du bon côté de l'Atlantique, mais en plus, je suis un peu plus vieille. Puis ces référents-là, je les ai, mais moins. Donc là, on dirait que je perds une part de cet humour-là parce que je suis pas tout à fait exactement dans la bonne tranche d'âge, mais je suis pas certaine. Fait que je vais quand même le poursuivre. Si je le poursuis, je vous en parle. Mais sinon, de toute façon, on va se reprendre rapidement pour que je fasse la clôture de ce vlog-ci. Mais bon, je vais quand même vous dire que je suis en tentative pour un livre audio en ce moment. Allez, à tout de suite! Hey, bonjour! Alors, je vous fais un dernier petit coucou pour ce vlog-ci. Parce que j'ai finalement lu le livre mystère dont je vous parle hier, mais comme le vlog est déjà pas mal long, je vais vous le garder pour le prochain. Alors voilà, je vous laisse sur un suspense. Alors j'espère que cette semaine-ci vous a plu.
que vous avez pu découvrir certains auteurs encore une fois. Vous n'hésitez surtout pas à vous manifester en commentaire. Moi, ça me fait plaisir de vous lire. Sérieusement, gênez-vous pas, là, ça me fait plaisir. Puis nous, de toute façon, on se retrouve tout bientôt. Alors, à la prochaine!